Ça enregistre. D'accord. Alors aujourd'hui, vous prenez, s'il vous plaît, le classeur méthodologie. Alors, classeur méthodologie. Ok? J'essaye de faire en sorte qu'on voie tout le tableau. Alors, donc, Il y a des images sur le pied. ce que nous allons faire est parler C'est fait? Parfait. Très bien. Alors, ce que nous faisons là maintenant est parler du moment largement le plus décisif qui soit pour le bac. Qui en soit condense tout. C'est comme les buts, ça s'appelle comment le but à la fin d'un match final des pénalty, voilà. C'est comme la dernière pénalty pour avoir ou non le championnat du monde. D'accord? C'est-à-dire le moment incroyable et vertigineux tes feuilles devant toi, Duncan. Alors, les moments vertigineux, et toi aussi. Ah non, t'as ça. Tu prends des notes là, oui. Alors, les moments vertigineux où le jour du bac, ou d'un autre moment, en tout cas pour nous c'est le bac évidemment, vous allez avoir devant vous une feuille. Cette feuille est fermée, c'est-à-dire pliée. Vous allez la déplier et ça vous mettre vos yeux devant le sujet. Et la première chose qu'il s'agit de faire, si vous choisissez la dissertation, mais on va voir que c'est la même chose dans tous les cas, est ce qu'on appelle la première chose, une analyse du sujet. D'accord? Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce moment initial, lors de toute confrontation à une dissertation. Or, c'est le moment absolument le plus difficile qu'un homme puisse se trouver à devoir affronter. Je pense. Vous pensez que j'exagère? Non, j'exagère pas. Alors, donc, analyse du sujet. C'est une méthodologie de course. Ok? Donc, ce que nous faisons est de constater, de voir en direct, directement. Sinon, si nous ne le voyons pas en direct, je ne peux pas vous indiquer qu'est-ce qu'il s'agit de faire réellement lors d'une disserte. Ok? Et je vous promets, il n'y a pas une autre méthode. Mais croyez-moi. Mais vraiment, croyez. On a cette chance que vous êtes les démarreurs de tout ça. Vous avez été les premiers qui m'ont demandé le yoga. Oui. Mais vraiment, vous avez cette chance immense, historique, d'avoir voulu la seule, je vous promets, la seule chose possible pour une dissertation. Car sinon, le reste, c'est les talents naturels. Il y a qui s'en sortent, qui ont la plume. C'est pas ça. Il s'agit de maîtriser une méthode. C'est tout au contraire. Et cette méthode va fonctionner partout. Partout. Et ceux qui ont des difficultés, comme par exemple Valentin, ou comme Duncan, je les ai signalés, hein, j'ai parlé de vous au prof. Ils m'ont demandé finalement pourquoi ces notes que je mets, coefficient 0, 0,1, 0,2, etc. Je dis qu'en tout cas, avec ces notes, je peux booster ce qui, à mon jugement d'autorité, quoi, correspond à l'essence de l'enseignement philo, qui n'est pas la disserte. C'est la citoyenneté et le jugement critique. Pas la disserte. Du tout. Tu peux être un petit con et faire une belle disserte. Et c'est pas mon but. Mon but de programme de philo, vous l'avez lu.
jugement critique. Ce n'est pas écrit disserte, c'est écrit jugement critique. Donc si je juge que je vois, je peux témoigner que chez vous il y a du jugement critique, je fais en sorte que vous ayez une note qui corresponde. Je ne peux pas tout faire, je ne suis pas tout puissant. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste. Il faut vous booster à vous améliorer. Car en tout cas, après le bac, bon, bonne chance de trouver un autre Caianello. Mais Caianello, tu le trouves au bac, l'éducateur. Pour le reste, on va voir vos résultats, c'est différent. Voilà, donc cela dit. C'est pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, parce que c'est avec cette histoire qu'on va débloquer ce qui bloque. D'accord? Je suis le débloqueur. Est-ce que vous avez lu Pulp Fiction? Oui. Vous voyez Wolf? Oui. Je suis le soluteur de problèmes. Celui qui danse. Comment? À un moment, il danse avec la dame. C'est pas celui-là. À un moment, ils sont dans un restaurant. Mais non, là c'est John Travolta avec Uma Thurman. Oui, c'est Pulp Fiction. Non, c'est Herbie Keitel. C'est le résoluteur de problèmes. Je suis le résoluteur de problèmes, moi aussi. Voilà. Bon, en tout cas. Et ce qu'on va faire est cette transformation. C'est-à-dire que nous allons passer du yoga de la voix, d'accord? C'est notre yoga, du yoga de la voix à la dissertation, d'accord? Nous allons maintenant assister à cette transformation. Comme nous assistons avec des yeux attentifs à la théorie, alors nous allons pouvoir le faire, le pratiquer, c'est-à-dire vous pouvez le faire réellement. Alors c'est la dissertation. La dissertation comme exercice, essentiellement, c'est un exercice comme ça et pas autrement que comme ça, de interprétation. Alors, pourquoi je dis que la dissertation est un exercice d'interprétation? Alors, tout d'abord, on va voir pourquoi. On va visualiser pourquoi. Ce que vous avez le jour du bac, au moment du bac, c'est le même trac que j'ai. Moi, je fais vraiment beaucoup de concours, moi. Donc, ce moment, je le connais, mais trop bien. C'est-à-dire, tu es là, tout seul, dans le vide de ta vie. Tu as une provenance, une destinée. Voilà. Et le moment venu, on te présente cette feuille que tu n'as pas le droit de tourner. Et là, c'est vraiment les vertiges. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Pas encore? C'est vraiment les vertiges, je vous promets. Tu as cette feuille et on va faire. C'est parti comme la Formule 1 et tu tournes. Et tu vas te confronter à ce qu'il y a dans la feuille. Alors, sur la feuille du bac philo, vous avez deux types d'objets, d'accord? Deux types d'objets comme contenu, c'est-à-dire, parce que c'est un seul type d'objet, en réalité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le texte à expliquer, d'accord? Et de l'autre côté le sujet. Ok? Vous avez ça sur la feuille. Donc, ce que va se passer, Valentin, est que vos yeux vont être troublés par un événement. Lequel? Oui. Quel événement? Ben, écoutez, quel événement? Qu'est-ce qui te trouble, Valentin? Lorsque tu as devant toi, tu tournes la page. C'est quoi? Moi, je connais ces moments. Mais trop bien, oui. Quelqu'un a une suggestion? Oui? Oui. Le texte qu'on a sous les yeux. Oui. C'est le moment de la rencontre. Non, mais vous voyez, moi, j'avais 18 ans. Non, j'avais 21. Bon, du coup, j'avais peur d'avoir attrapé le sida, puisque c'était l'époque du sida, pas du Covid. Et donc, tu crains toujours, tu crèves. Donc, vous avez intérêt à devenir philosophe, tu te le dis tout le jour. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Et ça, c'est un bon entraînement. En tout cas, j'avais 21 ans, je devais me confronter aux résultats de l'examen du sida.
Non, mais tu te rends compte que tu déplies la feuille. Ou, maintenant, un négatif bancaire. Mais ça, c'est massacre. C'est-à-dire, le résultat, disons, de la rencontre avec une chose écrite qui porte quelque chose d'important pour toi. C'est le moment. On s'occupe de ça. On s'occupe de ce moment. Ok? Oui, Maïwan. Mais dans une dissertation, il y a un texte qui est donné avec. Pas du tout. Bah oui, bah pourquoi c'est marqué texte alors? C'est l'explication du texte. Vous avez deux choses. Le texte à expliquer, le sujet. Mais, Maïwen, je te demande que là, vous êtes d'accord, Maïwen, que c'est un seul et même objet, c'est-à-dire lequel? Il s'agit de faire quoi? Écrire. Non, tout d'abord. Lire. Lire. Donc, dans les deux cas, c'est un texte. Là, c'est peu de mots, là, c'est plus de mots. Et c'est un texte. D'accord? Donc, c'est une lecture. Ok? Or, c'est quoi une lecture? Une lecture est un acte d'interprétation. C'est-à-dire, c'est une attribution de sens. Attribution de sens. D'accord? Attribution de sens. Ça, c'est lire. Si j'écris casa, ça veut dire quoi? Maison. Voilà. Puisque vous avez attribué un sens. D'accord? Donc lire, très bien, imprégner de sens quelque chose. Or, imprégner de sens quelque chose signifie interpréter. Ok? Donc vous imprégnez de sens. Or, vous voyez qu'imprégner quelque chose de sens est une belle action. En l'occurrence, on est Jupiter avec sa pluie d'or qui imprègne. D'accord? Mais c'est pas ça le risque. Le risque est que vous fassiez blesser plutôt qu'imprégner. Que ce graphème, ces paroles, vous bloquent. Tandis que ce qui est demandé est que vous imprégniez de sens. Vous alliez vers les paroles. Plutôt que vous faire paralyser par les paroles. Ok? Donc tout d'abord, la question est que vous allez lire. Or, quelle est la différence entre l'explication de texte et la dissertation? C'est très simple, mais vraiment très simple. C'est quoi le noyau d'une explication de texte? Oui. Ben, on explique ce que l'auteur veut dire, alors que dans une dissertation, c'est notre point de vue qui est mis. Absolument, oui. Mais lorsque je te dis, si tu ne trouves pas ça, tu as une mauvaise note à l'explication de texte, qu'est-ce que tu dois trouver? Oui. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que la thèse est la solution de l'équation. C'est quoi l'équation dans l'explication de texte? Oui. Le problème, absolument. Le problème. Vous chopez pas le problème, vous n'avez pas une équation devant vous, on s'en fiche vous trouviez la thèse. On s'en fiche, vraiment. Puisqu'à la thèse, à l'occurrence, vous la trouvez, il dit ça. Mais la question, non, c'est que vous allez devoir formuler le problème. Là, vous avez compris. Là, vous avez reconduit le texte à une équation. Et vous m'enseignez comme physicien, tu n'as pas une équation, tu n'as pas une transformation physique. Non? Il te faut ça, le problème. Or, donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire du texte? Bon, écoutez, c'est quoi un sujet de dissertation? C'est que le premier noyau d'un problème. Donc, le texte, l'interprétation du texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu le fais, ce que tu fais est ramener le texte à l'intitulé du sujet. Lorsque vous avez le problème à formuler, vous dites le problème se pose donc. Et c'est comme si vous formuliez le sujet d'une disserte. Comme si vous fassiez du texte une petite disserte. Et là, on comprend. Donc ici, le cheminement est du texte au sujet du texte. Vous pouvez l'intituler. Oui. Et du coup, faut pas juste lire le sujet si on veut faire la dissertation par exemple. On lit juste, on ne peut pas juste lire le sujet, il faut qu'on lise le texte aussi. Pas du tout. Mais zéro. Ce sont deux exercices différents. Pourquoi vous venez de dire qu'il fallait couler au lit? Parce que je veux vous montrer que c'est un exercice, que c'est les deux polarités
d'une même activité. D'un côté, tu vas du texte à l'intitulé. Si tu trouves l'intitulé, tu as trouvé la solution, tu as trouvé l'équation, tu as trouvé le texte. Et puis tu déploies l'explication. De l'autre côté, tu as le sujet. Tu fais quoi? Tu prends un sujet et tu en fais un texte. Tu es d'accord? Ça, c'est une disserte. D'accord? Donc la disserte est dans la direction contraire. Donc là, c'est explication. Et là, c'est disserte. C'est-à-dire que je fais d'un sujet en texte entier. Or, oui. Le problème, c'est que là, vous êtes parti de dissertation d'un côté, vous l'avez divisé en explication de texte. Absolument. Mais là, du coup, l'explication de texte, c'est pas une dissertation. Si. Absolument. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Et vous mettez dissertation d'un côté, dissertation de l'autre. Oui. C'est quoi le problème? C'est pas hyper logique. C'est-à-dire que comme tu as une dissertation à gauche et à droite, c'est pas logique. Moi, je dis que c'est symétrique. Ça va, ça peut marcher. Ça te dérange? Mais Formule un vrai problème. Là, je ne vois pas le problème. Non, moi la seule chose que je dis est que nous sommes dans une activité de lecture. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et que d'un côté, vous devez passer de 2 paroles à un texte, et de l'autre, d'un texte à 2 paroles. C'est pour vous montrer qu'on est en train de faire la même chose. Ça, c'est l'important. oui, mais moi, j'aurais pas relié le côté gauche et le côté droit. Tu n'aurais pas relié dissertation à ça? Oui. Bon, tu vas me dire pourquoi la prochaine fois. D'accord? Pour l'instant, ça peut aller. Est-ce que ça peut aller ou non? Oui. Oui. Ok? Bon, puis je t'écoute, tu le sais, je t'écoute. D'ailleurs, je te donne des choses à faire, tu ne les fais pas. Il doit encore nous dire cette fameuse histoire de qu'est-ce que je dois chercher quand je ne sais pas quoi, comment chercher. J'attends. Il m'a dit qu'il est paresseux. Bon, ça vaut pas la peine. J'ai trop de choses à faire, je suis occupé. Voilà. Donc je suis très content que tu me fasses un petit topo là-dessus, sur la symétrie, sur la topologie de la dissertation. L'espace gauche de la dissertation, ça ne va pas pour gamin, mais l'espace droit, ça va mieux. Bah, ou sinon, partir dans l'autre sens. Parce que, Oui. du coup, on ne peut pas subdiviser la dissertation en explication de texte et dissertation. Donc tu as un problème de logique, c'est-à-dire tu as vu que j'ai mis les genus, c'est-à-dire le genre, et je l'ai mis dans l'espèce, c'est ça qui te, Voilà, qui te dérange. C'est comme si j'avais dit carnivore, pas carnivore tigre. Voilà. Oui, tu es très rigoureux toi. Mais on peut faire la part des choses. On s'est compris que, en tout cas, ce qu'il s'agit de faire est de voyager dans les 2 directions. Ok? C'est ça l'important. Que, là je vous donne un tuyau très important, ayez comme but, lorsque vous faites une explication de texte, de lui donner une intitulé comme si c'était une disserte. Si vous le trouvez, vous avez la formule. Ok? C'est-à-dire ce que je vous ai dit, oui. Cet intitulé, c'est le problème posé par le texte. Oui, en fait, on va faire la différence. Tu as raison. Mais en effet, ce que vous allez apprendre, ce n'est pas encore maintenant, c'est que tout sujet est une question. Et la première chose qu'on doit faire, ça s'appelle justement trouver la problématique, est transformer cette question en un problème. Donc, avec Hamlet. C'est ça que vous devez faire. D'ailleurs, vous devez faire la même intro que pour l'explication de texte, vous êtes d'accord? Vous devez arriver à dire, c'est ça ou ça, c'est le problème. Ok? Donc oui, c'est pas encore un problème, mais la première chose que tu dois faire est le transformer en problème. Donc c'est encore un petit texte, quoi. Donc vous cherchez l'intitulé du texte à expliquer si vous voulez avoir la formule. D'accord? Si vous avez une intitulé pertinente, vous êtes sur la bonne route. Oui. Mais monsieur, le sujet, si on prend le sujet de la dissertation, on est libre. Genre dans l'intro, on peut mettre. Absolument, tu es libre. Bah oui. C'est cette liberté qui vous met un trac absolument faramineux. Cette liberté. Ce que vous voulez, et que je vous donne une technique, une formule, mais ça n'existe pas. Ça existe plutôt
la noble voie, on l'appelait comme ça dans la... chez Nickel, du bac d'eau. Le bac d'eau, c'est la voie du guerrier au bac. Bon, on va voir. Alors, cela dit, ok? Mais monsieur, dans le texte, on n'est pas libre. On doit expliquer ce que le texte veut dire, que dans le sujet, on est vraiment libre. Oui. Si... Oui, mais c'est l'interprétation de l'auteur. Non, la question dans l'explication de texte, mais ça, on va pas trop s'attarder maintenant, d'accord? Maintenant, on va se concentrer sur une chose, sur le zéro, quoi. Après, on verra tout ça. Dans la dissertation, dans l'explication de texte, ce que tu dois faire est montrer ta liberté lorsque tu interprètes. Je vous ai fait l'exemple du pianiste. Le pianiste joue Beethoven, mais on l'appelle interprète. Il est un grand interprète s'il vole avec Beethoven. Donc s'il montre toute sa liberté d'interprétation en restant dans Beethoven. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. Tu fais un truc bidon en liberté, c'est-à-dire une dissertation avec 4 notes comme ça, c'est rien du tout. D'accord? Donc c'est toujours une liberté maîtrisée dans une forme. Ça c'est là. Ça c'est la lui-même, quoi. Une liberté toujours maîtrisée dans une forme. Or, cela dit, alors ce que nous allons nous demander, donc ce qu'il s'agit de faire est donc tout d'abord comme premier geste, interroger les mots, donc se diriger à leur interprétation, les imprégner de sens. Ok? Et la philosophie condense en elle 2 difficultés. Le blocage devant tout texte en tant que tel, et le fait que les mots de la philosophie, ça fait bizarre. D'accord? C'est un truc, c'est des mots français, mais c'est un truc qui, voilà, c'est ça le tract de la philo. Le tract de la philo, c'est les mêmes mots de tous les jours. Donc, par exemple, notre dissertation est « j'entends parler ». Ça peut tomber tranquillement en prépa et en agrégation pour les profs. Pas en lycée et au CAPES, mais en prépa et en agrégation. Quelqu'un fera prépa ici? Bon, vous voyez, vous allez vous avoir droit à ça, à une disserte qui s'intitule « J'entends parler ». Ah, vous voir là. Par exemple, un élève m'avait recontacté, on lui avait fait faire au prépa, ouvrir un espace. Non, vraiment, oui. Et du coup, on a le droit de partir où on veut. Absolument. Mais c'est pourquoi tu es totalement paumé. Mais grave. Donc il te faut un véhicule, quoi. L'Enterprise, en l'occurrence. Je veux dire, un vaisseau spatial pour pouvoir aller vraiment dans l'espace vide, car tu as tous les droits, Gabin. Tu as tous les droits, absolument. Et on se fâche si tu ne montres pas que tu sais que tu peux tout faire. Parce qu'on est obligé de montrer qu'on ne peut pas juste partir dans une direction et oublier les autres. Non. On est obligé de tout développer. Non. Tu dois montrer que tu choisis cette voie-là et tu dois montrer pourquoi. Donc pas oublier les autres. Si tu oublies les autres, on te dit que tu es borné, quoi, que tu n'as pas vraiment exploré. Si on a choisi une voie parce absolument. qu'on dit, par exemple, j'ai envie de choisir celle-là, ben c'est normal. Non, pas envie, tu dois justifier. Tu dois fonder ce que tu fais. Mais s'il n'y a pas de justification? Pas question. Il y a toujours une justification. Ah bon? Ah, absolument, je te promets. Mais du coup, c'est du subjectif, la justification. Oui, mais le subjectif n'est pas forcément bidon. Oui. Si moi, je me mets ici, là, je te vois dans ma perspective. Or, ma perspective est une perspective. On a inventé la géométrie projective et on a fondé la perspective dans les tableaux de la Renaissance à partir d'un œil qui voit le monde de son côté. Donc, subjectif ne veut pas du tout dire arbitraire. Ce que tu crains, et tu as raison, est l'arbitraire. C'est pas l'arbitraire du subjectif. Tu vas justifier ton monde. Tu vas peindre ton tableau de Léonard. Tu vas peindre ton tableau en perspective et tu vas montrer que ta perspective est magnifique. Comme le dirait Thomas. Tu vas faire une nuance riemannienne. Tu fais ta sphère de signifier.
Donc, ton monde-là, tu fais en fresque. Subjectif n'est pas du tout arbitraire. Oui, mais par exemple, si je dis le sujet, c'est je vous vois, et je peux partir soit dans je vous vois purement scientifique avec mes yeux, soit je vous vois avec ma conscience qui vous voit, qui vous comprend. Oui, Mais comment faire la justification? J'avais envie Très de bien. choses philosophiques. ouais, c'est un autre chapitre des discertes. Là, on est chapitre 0, d'accord? Puis on y viendra, évidemment, on y vient. Évidemment. Mais je dois vous donner la propulsion initiale. D'accord? Là où vous allez chercher. C'est-à-dire, vous allez libérer vos énergies subjectives, qui sont la seule chose que l'on veut entendre. Seulement cette chose-là, votre voix. Or, une voix, ça peut être un ténor, magnifique. Elle est super subjective. Mais tu vois, Pavarotti, pour sa voix à lui, sa propre voix, rien que la sienne, il cartonnait dans le monde. Donc, subjectif, mais pas tout du tout arbitraire. Alors, donc, ce que nous disons est la chose suivante. Vous avez deux mots, un sujet, et vous allez devoir les interpréter. Ok? Les comprendre tout d'abord. Les comprendre. Ce que l'on va voir dans l'analyse du sujet, une chose qu'on doit savoir gérer, s'appelle les présupposés. Les présupposés. C'est-à-dire que vous devez savoir lire ce qui est présupposé lorsqu'on pose cette question. Ok? Donc vous devez écouter, comprendre qu'est-ce qu'ils me veulent là. Où ils veulent me voir bouger. Ok? Et vous avez des titres qui sont magnifiques. Moi, j'ai fait une disserte. Les machines. J'ai adoré. Les machines. Non, tu dois voir pourquoi on met le pluriel. Pourquoi pluriel? Pourquoi pas la machine? Non? Ok? Donc, cela dit, nous devons comprendre. Or, ce qui se passe, oui. Monsieur, dans le dissert, il faut faire l'intro. Après, il faut dire oui, on est genre en gros à la question posée. Et après, il faut contredire la question posée. Bon. C'est pas ça? Mais on s'en occupe pas maintenant. On s'en occupe pas maintenant. Arrêtez un instant. On va pas à pas. D'accord? Pas à pas. Alors, ce que nous devons faire est comprendre les mots que nous avons devant nous. D'accord? Or, quel est mon problème depuis 20 ans? Mon problème depuis 20 ans est avoir affaire à des avions de chasse, à des aigles, à des missiles qui se croient des petits canards pourris. C'est ça mon problème. Alors, tout d'abord, on va s'occuper de pourquoi nous sommes des aigles dans la compréhension des paroles. Ok? Alors, ça, ce que nous allons voir, et comment se fait-il qu'on comprenne. Duncan, tu fais quoi? Non, je regardais son tour. Bon, tu te tournes. Alors, comment se passe-t-il que l'on comprenne des paroles? Et pour le voir, nous allons faire table rase et on commencer par les débuts. C'est-à-dire là où c'est clair que nous tous sommes des cracks en compréhension. Absolument des missiles, des fusées nucléaires. C'est-à-dire que nous allons voir ce qui se passe lorsque nous avons 0 âge. D'accord? C'est-à-dire 1 minute après qu'on vient de sortir du ventre de notre mère. Ok? Ça c'est 0. Or, nous savons quoi? Nous savons que ça met à peu près 2 ans pour que nous arrivions à prononcer des mots compréhensibles et compris par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ayons en effet accès à la parole parlée. Ok? Donc ça fait 2 ans. Ok? Et là, nous mettons le nourrisson. Et là, nous mettons, oui. Sauf qu'il est possible au petit de se faire comprendre beaucoup plus tôt.
Parce que j'ai mon petit frère de 1 an qu'on a appris très tôt à lui apprendre la langue des signes. Il est capable de communiquer avec nous. Oui, c'est pourquoi je dis que nous sommes des crêpes, nous sommes des aigles, nous sommes des avions. Nous avons des potentialités extraordinaires. Alors, mais là, nous nous concentrons, s'il vous plaît, non pas sur les langages des signes, mais sur les paroles. Car non, mais vous arrêtez là. Je finis. Puis on fait la pause. Mais arrêtez. Merci. Alors, nourrissons un enfant. Alors, bon, j'ai dit cette phrase et puis faites la pause, sinon on ne vous tient plus. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes d'accord vous avez compris pourquoi je dis qu'on est des missiles nucléaires? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je le dis? On explose. Pourquoi je dis que nous sommes des vaisseaux spatiaux? Oui. On part du sol, on décolle. Comment? On part de zéro, on part du sol, on décolle. On part du sol. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Décollage vertical, absolument. Mais pourquoi c'est vraiment un missile, quoi? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit cette superpuissance, comme le dirait Loïc? Cette superpuissance, oui. Bah, parce que, en fait, on va apprendre à comprendre sans qu'on nous l'explique par nous-mêmes. Oui, non seulement, mais tu vas apprendre les Chinois, les Japonais, tout ce que tu te parles une langue et tu vas l'apprendre. Sans livre, sans maître, sans méthodologie, sans rien du tout. Tu dis pas, écoute, c'est du chinois, je comprends rien. Simplement, voilà, tu apprends. Ça, c'est magique. C'est super puissant. C'est la toute-puissance de l'écoute. C'est-à-dire que je te lance un son. Quel son je te lance? Dès que tu es né. Dis-moi, fais-moi un exemple. Concret. Comment? Bonjour, Voilà, tu vois. Coucou, ça va? Oh, je le dis en chinois, je le dis en japonais, je le dis en russe. Tu vas apprendre. Or, je dis, on est Dieu là. On a une puissance inouïe. Et on devient des petits canards complètement bloqués lorsqu'il s'agit d'un propos de philo de bac. Non, je comprends rien, c'est pas possible. Mais tu as fait quelque chose d'absolument ahurissant. Mais ahurissant. Donc, ce que je vais vous montrer est comment on l'a fait. Et une fois que vous avez vu, vous allez le refaire. Oui. Ouais, mais parce qu'apprendre à parler, c'est naturel. Enfin, pour un enfant qui a rien en tête avant. Oui, tu as donné la réponse. C'est-à-dire qu'il faut retourner au naturel. Tu as vraiment trouvé la réponse. Il faut retourner ce que vous imaginez et qu'il faut faire des trucs bizarres, des choses de méthodologie. Non. Il faut retourner au naturel. Donc ce que maintenant nous allons voir après la pause est comment est-il fait ce naturel. Comme ça, ça va nous libérer de ce que vous pensez que c'est le cas. C'est-à-dire que je peux vous donner une technique, une règle. Non, ça n'existe pas. Il s'agit de refaire la même chose, complètement naturelle, qu'on a fait là. C'est quoi le yoga? C'est faire le vide. C'est faire le vide. Et là, tu étais vide. Tu étais vide. Et donc, on va voir ce qui se passe dans ce vide. C'est ça qu'on va voir. Ok? Bon, on fait la pause. Ça y est? Alors, ce que je vais vous montrer, là, maintenant, concentrons-nous, est comment on parvient à la parole. Ok? Alors, ce que nous allons faire, tout d'abord, je vais vite, hein, puisqu'en tout cas, c'est enregistré. Ok? Alors, ce que nous savons est que... Duncan, oui. Tu m'écoutes? Si. Et tu te tais aussi? Ok. Alors, nourrissons. Ce qui se passe est une chose, tout d'abord, on va la cibler comme ça. C'est que tout nourrisson, qui peut tout apprendre, vous êtes d'accord, n'est ni chinois, ni japonais, ni allemand, etc. Il est zéro. D'accord? Il n'a pas ça. Ça veut dire quoi? Qu'il ne parle pas chinois, qu'il ne parle pas allemand, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir pour parler allemand ou français? Il faut avoir une voix. Et la voix qui distingue A, B, C, ce, E, etc., toutes les vocales, etc. Il faut avoir une voix pour parler une langue. D'accord? Donc, ceci étant le point d'arrivée, le point de départ n'est pas une voix. On va l'appeler gémissement.
Et le gémissement est quelque chose qui ne distingue ni entre les langues différentes. Ça n'existe pas un gémissement japonais par définition, car c'est pas encore japonais. Donc le gémissement est universel, est égal pour tous. Ok? Et d'autre part, il y a une autre chose. Donc là, vous avez les gémissements. Monsieur, Oui. en fait, c'est juste le nourrisson est neutre et ses parents vont le modeler avec leur culture. Absolument, on va voir comment. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Mais surtout, Alexandre, ce qui nous intéresse est non pas comme les parents le modèlent, mais comme lui, il s'automodèle. C'est ça qui nous intéresse. Comme lui, il s'automodèle lui-même. Parce qu'il peut s'automodeler. Il le fait, nécessairement. On va le voir comment. Ok, alors le gémissement, c'est quoi? Il est avant toute langue, et il est universel. Dans quel sens? Que, c'est quoi Cortana? C'est quoi Cortana ou Alexia? Ah, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est la reconnaissance vocale. Or, tout un chacun de nous a son ADN, ses empreintes et sa voix. Vous êtes d'accord? Alors, dites-moi comment un algorithme peut identifier votre voix dans n'importe quelle langue que vous parliez. Oui. Grâce à une banque de données. Non. Pas une banque de données. Ça suffit que tu l'enregistres. Comment il peut te reconnaître une fois qu'il t'a enregistré? C'est ça? Oui. Avec le timbre de la voix. Oui, mais... Une fréquence. Voilà, une fréquence. Une fréquence. C'est-à-dire, mais là nous sommes dans l'ère du numérique, on appelle numérique. Pourquoi vous dites numérique? Parce que c'est des 1 et 0. Voilà, c'est des 1 et 0. T'as vu, Gabin, il est tout graphique. Donc, c'est quoi votre voix? C'est Duncan. Comment? Les 1 et les 0, c'est Duncan. Ah, c'est toi. Or, c'est quoi? La voix, c'est une fréquence. La fréquence est du numérique. C'est-à-dire, c'est un numéro de téléphone, quoi. Vous êtes d'accord? C'est un numéro de téléphone. Chacun, dans sa voix, a un numéro de téléphone. Une suite de chiffres. C'est-à-dire une forme. On va l'appeler forme. Ok? Mathématisable. Oui, dis-moi, Alexandre. Mais on s'en fiche que c'est une suite de chiffres, c'est juste une information. Absolument. Donc 0,1, ça va. Ça suffit, 0,1, 0,1. Donc c'est pas vraiment... En tout cas, c'est un chiffre 0,1. C'est pas des nombres directement, c'est une suite d'informations. Donc c'est pour cela que je dis, Alexandre, une forme. Information, c'est forme. D'accord? Oui. C'est quoi le rapport entre la voix et le binaire? Boule. Boule. Booléen? Je vais vous donner la feuille. Là, tu trouves le rapport. Mais c'est pas aujourd'hui. D'accord? Là, c'est... C'est quoi la voix? C'est une forme régulière. C'est-à-dire, c'est une fréquence reconnaissable. Ok? Une forme régulière. C'est pas si régulier. Or, c'est quoi un gémissement? Donc, tout d'abord, cette voix me donne une identité individuelle, elle est reconnaissable. Donc, c'est identifié, identité, identifiable. D'accord? C'est identifiable. Or, le gémissement, c'est le contraire. Il n'a pas une fréquence reconnaissable. C'est-à-dire, ça n'existe pas un algorithme qui reconnaît le gémissement de un plutôt que de l'autre. Puisque ce n'est pas une fréquence détectable comme individualité. Il n'a pas encore formé son numéro de téléphone. Ok? Oui. Et monsieur, si on a la voix cassée ou mue ou des trucs comme ça, du coup, tout ce qu'on vient de faire, ça... La voix cassée? C'est quoi la voix cassée? La voix cassée, bah quand on a un rhume ou... Bah oui, tu vas voir, avec les 5G, on va te reconnaître au masque. Mais oui! Oui, avec le 5G, on fait la reconnaissance visuelle partout que tu sois. T'as la voix cassée, on te reconnaît. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Non, monsieur, pas du tout. La 5G, c'est juste un réseau qui va plus vite. Ouais, ouais. Mais si, Alexandre, tu parles. Mais réveille-toi. monsieur. Tu vois, je rencontre. Tu vois, je trouve dans la forêt un vaisseau spatial. Je dis, tu sais, c'est un oiseau qui va un peu plus haut. Non. Mais monsieur, vous êtes complotiste, monsieur. Mais pourquoi t'as tourné? Comme ça, on est comme ça, c'est focus sur vous.
Ah non, non, non. Mais quand vous Non, parlez, mais là. c'est mieux de vous en... c'est mieux de Non, vous mais en vous parler. avez trop l'air naïve. Oui, c'est le jeu, ça va un peu plus vite. Mais t'as pas la dimension de ce qui se passe là. Monsieur, Oui. c'est des arguments totalement irraisonnés. Comment? Vous cédez à la peur. là. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet. On revient là. C'est trop important. Ça c'est notre sujet. Ok? Ça, c'est plus important. C'est grave ce que vous dites. Alors, comment? C'est grave ce que vous dites. J'en sais rien, je m'en fiche carrément. Ce que je vais faire est plutôt de finir ce cours, c'est trop important. D'accord? Alors, ce que nous voyons, non, après. Alors, ce que nous voyons ici est que ici, ce qui va se passer est ce que les sciences, à l'occurrence la cybernétique, on va voir ce que c'est la cybernétique, appelle ajustement fréquentiel, c'est-à-dire une régularisation fréquentielle, l'acquisition d'une régularité, d'accord? Une régularisation. Ça me choque. Donc nous avons un processus de régularisation qui va vers une identité. Dans quel autre domaine vous le voyez? Dans l'acquisition de l'écriture. Tous les élèves de 5 ans, 6 ans ont le même trait, mais puis ça devient une signature. C'est quoi une signature? C'est un trait régulier identifiable. Il a subi un ajustement fréquentiel. Donc c'est votre trait à vous, comme votre voix, c'est la même chose. Donc c'est une régularisation qui parvient à une identité. Oui, Est-ce qu'on peut rapporter cette évolution à la dissertation? on va le faire. Ouais, On est en train de le faire. ok. Là, je suis en train de vous montrer quelle opération mathématique vous devrez faire lors de la disserte. Ok? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il s'agit de faire lorsque je vous dis ceci est ma voix. Là-dedans. Ok? Il faut que vous le compreniez ici pour pouvoir le pratiquer. C'est comme si je vous expliquais les multiplications. C'est la même chose. Ok? Oui, c'est pourquoi c'est aussi important. Sinon, c'est du yoga relax, quoi. Bon, on se relaxe. C'est pas du tout ça. Oui. L'exemple, le gémissement voix, il est pas très. Il colle pas vraiment, vu que le gémissement il est aussi sur une fréquence particulière. Non, c'est justement, c'est une fréquence qui ne t'identifie pas comme individu. C'est ça qui nous intéresse. Naturellement, le gémissement a une fréquence, mais ce qui nous intéresse est que c'est amorphe par rapport à celle-là. En tout cas, maintenant, vous acceptez, je m'en fiche, on procède, d'accord? Alors, ce qu'on fait là, est qu'on passe de l'amorphe au morphisme. Non, mais arrête! Non, arrêtez. Non, mais arrêtez. Alors, ce qu'on fait est de passer d'un état amorphe à un état formé. Ok? C'est une régularisation. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Gabin? Qu'est-ce qu'il fait, Gabin? Le nourrisson, à ce niveau-là, typiquement, tout au long de ce processus. S'adapte. Bon, on s'adapte. Évite la riposte système 1. Réfléchis. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'il fait concrètement le nourrisson. Bon, système 1, c'est impossible avec toi. Alors, qui me donne une réponse? Réfléchis. Oui. Il se développe parce qu'il apprend de ce qu'il entend. Oui, il apprend de ce qu'il entend. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend ses parents, enfin les gens parler autour de lui. D'accord. Alors, nous avons les nourrissons. Qui se développe? On est d'accord. Donc, se développe. Développement. Et ce qu'il t'a dit est justement qu'il entend. Donc nous sommes, j'entends parler, hein. Il entend. Avec quoi? Les oreilles. D'accord? Donc on va mettre ici une oreille. Ok? Et ça s'appelle audition. L'audition. Ok?
Or, oui, Mais chacun de ces sens va lui apprendre des choses différentes. oui, mais le français est égal pour tous les Français. Donc nous, ce que nous sommes en train de voir est comment tout enfant de 2 ans de français sait dire maman, papa, caca. D'accord? C'est ça. Qui va pour tout le monde. Donc nous sommes en train d'apprendre comment se forme le mot maman. Ok? On va le voir maintenant. Alors, ce qui se passe est que, en effet, ce que lui, il entend, c'est la voix qui lui arrive de l'extérieur, qui arrive là-dedans. D'accord? Or, nous sommes en train de dire qu'il va acquérir sa propre voix, il ne va pas acquérir la voix des autres. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Vous n'allez jamais dans le concret. Qu'est-ce qu'il fait un enfant à cet âge-là? Faites-moi un exemple. Oui. Bah, il assimile les mots qu'on lui donne. Il assimile. Assimile. C'est un mot de Piaget. On va le citer, Piaget. C'est très important dans tout ça. Assimiler. Le mot est piagétien. Piaget. Ce que nous allons maintenant voir est une chose que Jean Piaget, qui est un psychologue suisse du XXe siècle, a écrit dans La naissance de l'intelligence. Ok? À ce propos, il a parlé de assimilation. D'accord? Il assimile. Attendons, on arrive. Assimilation. Donc, ce qui se passe là, qui a dit assimiler? Jules. Oui. Tu t'appelles comment? Jules. Alors, Jules t'a dit assimiler. D'accord? Or, ce qui se passe, c'est qu'il va lui-même acquérir sa propre voix. Ok? Et j'arrive jamais à vous faire rentrer dans le concret, alors je fais le concret. Caca, papa, tata, papa, caca, tiké. C'est-à-dire, arrête, il n'arrête pas de l'aller. C'est-à-dire que vous avez l'enfant qui sans cesse émet des sons. Et qu'est-ce qu'il fait donc là, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait? À qui? C'est pas bon. Au monde extérieur. Point. Au monde extérieur. Que au monde extérieur. Pourquoi il fait? Tout seul. Tout seul. Vous avez des petits frères? Oui. Bon, qui a des petits frères? C'est que le petit frère s'en fiche carrément qu'il y a quelqu'un. Il fait caca, papa, caca, il fait comme ça, il ne peut pas communiquer. Il fait quoi lorsqu'il fait ça? Oui. Il s'entraîne. Il s'entraîne. Donc il émet une voix, il écoute cette voix. Et entraîner, ça veut dire quoi? Qu'il règle cette voix à partir de ce qu'il écoute. C'est-à-dire qu'il s'entend parler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et qu'il a non seulement la voix des autres, la voix des autres, hein, et la voix qu'il imite. Il veut imiter la voix des autres. Mais ça, c'est la voix des autres. Ce qu'il fait en réalité là, hein, lorsqu'il émet et répète ses sons, est qu'il entend sa propre voix. Et cette voix-là s'appelle phonation. D'accord? Vous avez la phonation qui parvient, comme tu vois Alexandre, il se forge sa voix. C'est-à-dire que vous voyez bien, j'arrive d'un can qui va ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit pa, 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 etc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il a mal imité, mettons. Il n'arrive pas vraiment à imiter bien. Alors il répète. Alors qu'est-ce qui se passe? Que à partir de là, c'est-à-dire évidemment du cerveau, ça retourne ici. Et ça s'améliore. Et ça, c'est un premier cycle. D'accord? Cycle. Ok? Et ça, Piaget l'appelle réaction circulaire. Donc, c'est la façon dont ma voix me parvient à moi-même. C'est la réaction circulaire. D'accord? Donc, ça s'appelle... oui, Duncan. C'est juste des réactions de mimétisme. Oui, mais on est en train de voir comment on le fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire comment on peut arriver à se mimétiser
de façon efficace. Et du coup, si les bébés seraient sur une génération sourde, il y aurait un effondrement de la civilisation humaine, du coup. Ah oui, ça c'est sûr. C'est horrible. C'est horrible. C'est pourquoi il faut que vous réveillez. C'est ça. Alors là, vous avez quoi? Vous avez une réaction circulaire. Donc, dans la naissance de l'intelligence, il s'est occupé des réactions circulaires de ce type Piaget. Et donc, il a montré, justement, il a dit, l'enfant parle, il s'entend, il voit si ça marche dans l'imitation, et donc ça c'est T1, vous voyez, T1. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'améliore. Comme vous faites une disserte, je corrige, ça s'améliore. Or là, c'est de l'auto-amélioration. C'est l'auto-éducation. C'est pourquoi on n'a pas besoin de livres de grammaire, de méthode. Tout simplement, il s'écoute. Il s'écoute. Et donc, vous voyez, là, ça commence, si vous voulez, là, avec un M. Mettons, M. Me. Ça se répète. Et puis, ça parvient à un bon moment qu'il a fait A. D'accord? Donc, il a fait M, me. Puis, il a fait A. Ça continue. Et ça parvient à la phase successive suivante. D'accord? Sa bouche est au niveau T2. Et c'est la première syllabe. Ma. Alors, il dit ma. Non? Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Là, c'est l'oreille au T2. Et ça reva. Donc là, c'est ma. Et vous voyez qu'à un bon moment, maman s'effondre en pleurs, car il m'a appelé maman. Vous voyez? Maman. Et on a formé un mot. Comme ça, en s'entendant parler. Maman. Donc qu'est-ce qui se passe? Que, en effet, là, vous avez maman. Donc ça commence maman. Et ça, c'est le premier mot. Et le mouvement est ceci. D'accord? C'est comme ça, oui. Monsieur, et du coup, en soi, les handicapés, les personnes qui sont Oui. handicapées mentales, ils restent des bébés toute leur vie, du coup. Oui, non, puisqu'ils ont d'autres possibilités. Ce qui est important que vous voyez, puisque vous le savez très bien, on dit sourd-muet. Oui. Mais en effet, ils ont bien un son. Et vous avez jamais entendu, c'est assez pénible. Ce truc qui est, vous êtes d'accord, resté amorphe. Oui. Pourquoi? Car ils n'ont pas forgé avec cette réaction circulaire. Comme ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne pouvaient pas acquérir, faire ce processus. Donc, en l'occurrence, ils savent émettre des sons, mais ils n'ont pas eu cette réaction circulaire. Donc, ils ne se sont pas forgés leur propre voix. Oui. Mais nous, par exemple, quand on pense, on a des mots en français quand on a une petite voix dans la tête des fois. Comment? Que? Enfin, quand on pense à quelque chose, on s'entend parler à l'intérieur de nous. Oui, et écoute, c'est le yoga. Hein. Oui, mais comment ils font, par exemple, les bébés qui sont sourds, qui n'ont pas appris le français et tout ça? Comment ils peuvent avoir cette voix dans la tête si elle n'a pas Moi, je pense que là, on va un peu plus en profondeur. Ce qui est vrai, heureusement, est que la parole, du point de vue du son matériel, n'est que l'un des véhicules possibles du sens. Donc tu peux avoir des signes d'ordre tactile, visuel, etc., qui font fonction. Donc en effet, tu n'as pas un son, mais tu as en tout cas un porteur de sens. Donc tu peux t'en sortir. Le problème, est que quand tu n'as pas de porteur de sens, tu meurs. On a fait ces expériences. On a déprivé les enfants de tout stimuli humain, c'est-à-dire porteurs de sens, ils sont morts. Ok? Or là, ce cycle-là a comme résultat deux choses en même temps. Vous êtes d'accord? D'un côté, l'acquisition d'une voix. C'est-à-dire quoi? On va se comprendre, c'est très important ce point. Pourquoi j'aurais toujours un accent? Pourquoi? Oui, my way. Parce que ça vient de quand vous étiez petit. Oui,
Mais tu es d'accord que j'ai appris la syntaxe française? La syntaxe, l'architecture des phrases, que je la connais. Donc, en temps réel, là, je transforme la syntaxe et la morphologie italienne en français. Je sais le faire. Avec des restes italiens. Non, Bah, il n'y a que l'accent. Bah oui, bah c'est un reste. Voilà. Alors, pourquoi je ne sais pas transformer l'accent, tandis que je sais transformer la syntaxe, la morphologie, l'allure des mots, le ton, tout, mais pas l'accent. Qu'est-ce que c'est quoi l'accent? Oui. Parce que vous avez été habitué depuis tout petit au son et à la consonance italienne et que pour vous c'est difficile d'apprendre à en produire dès que vous n'avez pas intégré quand votre cerveau est encore malléable. Voilà. Or, pour en venir au bout de cette proposition, en réalité, le socle dur de tout ça est bel et bien mon larynx. Mon larynx est un larynx façonné et mes neurones c'était de l'argile souple. C'est pourquoi j'ai un accent, car c'est mon larynx. C'est pas une question de forme de la langue, c'est de forme de l'organe de la voix, de mon larynx, qui m'empêche de parler sans accent. Oui. Quand vous pensez, votre voix, elle est italienne ou elle est française dans Quoi? votre tête? Comme dans le yoga, quand vous pensez, quand vous parlez à vous-même dans votre tête, c'est italien ou c'est français? Lorsque je fais du yoga profond pour moi-même, j'ai de l'italien. La langue maternelle. En tout cas, puisqu'il y a des syllabes qui sont très importantes de se dire, et ça me parle en italien. Voilà. Okay. Oui. Mais en anglais, si on apprend une bonne prononciation et l'intonation dans la phrase, on peut avoir un bon accent. Oui, un bon accent, mais de l'accent. Ce que je veux dire est que nous sommes forgés, ce qui est important de comprendre, est que ce qui se passe ici lorsque j'acquiers une voix, c'est que j'acquiers en même temps, j'ai forgé la chair, la matière, c'est-à-dire deux organes de sens. J'ai une oreille que j'ai forgée matériellement, ça c'est très important de comprendre. D'accord? Donc ce que je fais ici est voix, organe de sens, deux organes de sens. Des organes de sens, c'est-à-dire que j'ai une oreille qui comprend direct l'italien. C'est comme Windows ou Linux. Mon oreille est faite italien, mais vraiment faite quoi, forgée matériellement. Mon larynx ne pourra jamais se déstructurer à ce niveau. J'aurai toujours un accent. Oui, donc, et la bouche, donc la chair. Et j'en viens juste à la fin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la voix, j'ai les organes de sens. La troisième chose qui se passe ici, c'est quoi maman? C'est quoi un mot? Le mot est une composition de phonèmes, ça s'appelle phonème, doué d'un sens. Donc, ce qui se passe ici, c'est que j'ai une identité régulière de la voix et la première apparition d'un sens. C'est pourquoi maman pleure. Car il dit, il m'a appelé maman. Mais non, écoute, il a tout simplement dit ma. Non, il a dit maman. C'est-à-dire que ce qui apparaît ici est bel et bien en sens. Donc, lorsque je parle, j'ai forgé mon corps et j'ai fait apparaître un sens. Ok? Donc, mot signifiant. Mot signifiant. C'est-à-dire que ici, vous voyez bien que le mot sens, organe de sens, devient doué d'un sens. Le sens du mot. D'accord? Doué d'un sens. C'est ce que je voulais dire, c'est ça que je disais avant. Ok? Oui. Bien sûr. Moi, par exemple, je suis né dans un milieu où il y a deux langues, mais j'ai pas d'accent en français. Oui, puisque ton argile était assez souple. Mais une fois que tu as séché le pot, cristallisé, tu peux le cristalliser pour deux langues, je pense, 3, j'en sais rien, vraiment, je ne sais pas, je ne connais pas la recherche à ce niveau, mais tu apprends maintenant les japonais, c'est mort, tu auras toujours un accent.
Si je retourne en Roumanie, je vais parler en roumain avec un accent français. Oui. Mais au bout d'un certain temps, je vais me réhabituer à l'accent roumain et parler aussi avec Magnifique. C'est que tu as des parents roumains, tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas le cas avec le japonais maintenant. C'est que tu étais suffisamment tôt pour façonner de façon. T'étais, comment dire, t'as structuré un programme en état de changer de système. Tu vois, tu peux passer de l'un à l'autre. Oui, mais ça marche aussi avec l'anglais. Comment? Si je vais en Angleterre, non, ça marchera pas, pas question. Si t'es pas né anglais, français, allemand, roumain, ça va pas se passer comme ça. Non. C'est trop tard. Trop tard. C'est comme si tu disais, moi je vais grandir de 2 cm. Non, écoute, c'est fait. D'accord, à un certain moment, tu as une forme. Non, on peut pas comparer. Comment? On peut pas comparer. Si, un peu. Mais c'est pas grave, l'important, on se comprend. Non, je suis pas d'accord. Ça dépend, monsieur. En tout cas, pour moi, l'important, c'est pas que vous soyez d'accord, que vous compreniez ce qu'il s'agit de faire. D'accord? C'est de la méthodo. Donc, toutes les applications théoriques, je suis ravi, on en discute, mais c'est pas un cours de théorie là. C'est un cours pour arriver à faire des opérations. Ok? Et je dois vous montrer ces opérations. D'accord? Oui, Maïwan. C'est une question un peu autre, mais est-ce que vous trouvez que nous, les Français, on a un accent particulier ou pas? Un accent? Oui, est-ce que nous, on a un accent? Enfin, genre, si on va dans un autre pays, est-ce que notre accent français ressort beaucoup? Ah ouais, mais écoute, tu rigoles. Mais on a... Moi, je pense que vous vous moquez de nous. Vous faites l'italien qui parle l'italien. Je veux dire, vous moquez constamment de l'italien. Pourquoi? Non. Ouais, énormément d'autres. Tu as le film, vous avez l'italien qui parle avec toujours ces... Oui, naturellement. Je peux te faire l'imitation dans le français en italien la prochaine fois. On n'a pas le temps. Non, Ça va prendre de non, non, pas. Non. Ça va pas de temps. Non, ça ne me vient pas. Non, il faut arriver au bout là. Non, il faut arriver au bout. Il faut... Gabin, tu dors. Gabin, c'est bon. Mentalement, c'est dur. bon, écoute, bonne nuit. Et oui. Mais un imitateur qui a plusieurs accents alors qu'il a vécu en France, comment ça se fait? Oui, écoutez, ça m'intéresse plus. L'important est poursuivre. Vous avez plein de questions, je serais ravi que vous les posiez vraiment, que vous recherchez, vous faites vos recherches. Très bien. Là, je ne peux pas tout justifier, puisque je dis c'est impossible. Non. Non. Alors, ces processus, écoutez, je ne vous demande pas d'être d'accord. Non, mais soyons clairs, là, lorsque vous apprenez les maths, est-ce que vous dites, là, vous me parlez d'un théorème, je ne suis pas vraiment d'accord car il y a un autre théorème. À un bon moment, il y a des opérations à comprendre. Donc arrêtez de ne pas être d'accord. Il s'agit de faire des choses, d'accord? Je ne vous propose aucunement l'ultime fondation d'une théorie, mais la compréhension d'un processus très clair pour que vous sachiez le mettre en pratique lors de la dissertation. But pratique, c'est de la méthodologie, ce n'est pas de la théorie. Ok? Alors, là, la réaction circulaire, ça vient, ça c'est une autre info à voir. Cette réaction circulaire, ça s'appelle, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, cette réaction circulaire, vous connaissez la science qui s'en occupe des réactions circulaires comme ça? Vous connaissez le mot? Ça s'appelle comment? Neurologie. Non, c'est la cybernétique. La cybernétique s'occupe des cycles de feedback. Et c'est avec la logique symbolique la maman de l'informatique. Un ordinateur est une machine à feedback d'autocontrôle. Donc vous avez tel mégahertz, vous voyez, les gigahertz. C'est quoi? C'est les cycles d'autocontrôle de l'ordi qui se remet en phase chaque milliseconde, etc. Donc il est puissant car il s'auto-régularise à chaque cycle. Ça s'appelle cybernétique. Donc la cybernétique, c'est quoi? C'est une chance. Tu connais? Oui. Kylian. Tu la connais? Oui. Alors, la cybernétique, elle a une science qui a été faite par un mathématicien qui s'appelle Wiener, Norbert Wiener, du XXe siècle.
c'était pour gagner contre les nazis. Et donc pour gagner contre les nazis, il fallait choper un avion pendant qu'il volait. Donc il fallait des missiles qui ne soient pas des projectiles lancés comme ça, mais des missiles qui, en fait, s'autorégulent à partir de la cible. Trouver la cible, quoi. Donc là, vous avez par exemple dans le monde actuel les aspirateurs. C'est quoi l'aspirateur autonome? C'est un truc circulaire avec deux roues qui va par terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lance un sonar, il rencontre un obstacle, il arrive ici, il dit écoute, il y a un obstacle. Alors il dévie. Et puis ici il y a un autre obstacle, et il dévie encore. Et ça c'est le cycle d'autocontrôle, c'est-à-dire de feedback ou rétroaction. Feedback, ça c'est la réaction circulaire. C'est-à-dire ça s'appelle, autrement dit, rétroaction. C'est-à-dire que la science du XXe siècle, la science de Newton, était la science de l'action-réaction. L'action-réaction. La rétroaction est une science des systèmes qui sont au contrôle. Ça n'a rien à faire avec une simple réaction physique. C'est le fait d'un système qui revient sur soi et organise ses comportements à partir du résultat qu'il a. Donc l'éducation, c'est quoi? C'est de la cybernétique de rétroaction. Vous me donnez une disserte, je vous dis là ça va pas, vous corrigez, et au fur et à mesure, on arrive, on lance, on détruit le missile, l'avion du bac. C'est ça, non? Nous sommes, l'éducation est un système cybernétique d'autorégularisation pour faire arriver quoi? Votre voix au bac. Ok? Nous sommes là-dedans. Je veux faire en sorte que vous sortiez votre propre voix, la vôtre, au bac. Je suis ce où vous rebondissez pour vous fournir de votre voix. Ok? Là, on est 44. Maintenant, on va ajouter l'élément fondamental. Alors, j'efface. Alors, ce qui nous intéresse là est cette expression ici. Nous avons deux organes de sens. D'accord? Deux organes de sens. Des organes de sens qui structurent, forgent la compréhension d'un sens. On s'est compris là-dessus. C'est grâce au fait que vous avez forgé votre voix, vos oreilles, que le sens du mot apparaît. On a compris ça? De quoi est-elle faite la compréhension? Du fait que les oreilles et la bouche se sont mises en accord fréquentiel. Se sont structurés. Cet accord fréquentiel a été justement étudié par Wiener. Toute la mécanique quantique d'ailleurs a fait ça. Et donc il a compris comment faire en sorte que un système s'harmonise comme système fréquentiel pour produire un résultat en termes d'information. Donc on est passé de l'époque de la physique de l'énergie à l'époque de la physique de l'information. On s'est dit dans le monde, ce qui circule en dernière analyse n'est pas l'énergie, c'est l'information. Ça c'est la révolution du XXe. C'est un monde où ce qui circule est l'information. Vous ne pouvez pas justifier, vous ne pouvez pas décrire la transformation de ce système en termes d'énergie. C'est comme décrire ce qui se passe dans un ordinateur en termes d'électricité. Un ordinateur est un système informatique. Il faut parler d'information. Donc nous sommes là dans un système qui gère des informations. Ce que vous devez produire au bac, c'est des informations. Donc nous sommes en train de voir comment une information acquiert du sens dans vos têtes. Ok? Alors, ce que nous voyons est que nous avons deux organes de sens. Maintenant, c'est magique. Nous revenons à nos moutons. Alors, là, deux organes de sens, nous passons ici, à nous, au yoga de la voix. Et nous plaçons dans votre tête. Ok? Lorsque vous entendez votre voix, puisque vous êtes d'accord
qui est dans votre tête, lorsque vous entendez « j'entends parler », lorsque vous dites cette phrase, vous êtes d'accord que vous l'entendez? Vous l'entendez? Oui. Mais est-ce que vous la prononcez aussi? Non. Comment non? Si. Oui, mais là, il n'y a pas ici des oreilles et des bouches. Il y a un seul endroit, un seul. Il n'y a pas deux organes de sens. Ça veut dire quoi, j'entends parler? Ça veut dire deux choses. Oui. Ça veut dire, je perçois que quelqu'un parle et je comprends ce qu'il dit. Alors, j'entends parler, Loïc, c'est très important. Loïc me suggère que c'est... T'as dit quoi, pardon? Je perçois que Je quelqu'un perçois. parle. Oui. Que personne parle et je comprends cette parole. Je perçois, je comprends. Quoi d'autre? Qui me suggère? Qui me suggère? J'entends parler. Oui, Valentin? Mes oreilles captent une fréquence et mon cerveau détermine cette fréquence. Oui, si tu veux, hein. T'es un peu robot, toi. Mais en tout cas, les oreilles captent. Qui parle comme ça? Mes oreilles captent. T'imagines? Quelqu'un qui te dit ça, c'est Terminator, c'est Schwarzenegger. Mes oreilles captent une fréquence, détruire la cible. Moi, c'est ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, là c'est très important ce qui se passe là. Il se passe quoi? Que tout le monde est d'accord sur cette interprétation. C'est une interprétation. Je vous ai demandé d'interpréter. On est dans une dissertation là. Ok? Le titre de la dissertation est J'entends parler. Et tout le monde, à 11h48 d'aujourd'hui, est d'accord pour dire capte, comprenne, perçoit. Oui. C'est une émulation, une simulation de notre propre voix. Pardon? C'est une émulation, une simulation de notre propre voix. Oui, absolument. Donc j'entends, je comprends, etc. Ma voix. Ok? Ma voix. Ou ma parole. Or, voyez-vous, maintenant je vais vous montrer une chose d'une immense importance. Pour tout. Pour la disserte. Mais pour tout quoi? J'entends parler. J'entends parler. Donc laisse-moi parler. Je veux parler. Vous avez dit seulement en réception. Tandis que j'entends signifie aussi je veux parler. Il y a un autre sens. Donc ce que vous avez ici dit est une interprétation univoque de ce mot. Vous avez sorti le côté en réception. C'est-à-dire le côté oreille. Vous voyez? J'entends, vous avez dit oreille. Comme s'il n'y avait pas une bouche. Tandis que là, vous êtes d'accord qu'à l'origine de ceci, qu'est-ce qu'il y a? Le nourrisson. Ok? Et qu'est-ce qu'il fait le nourrisson pour qu'il fasse ceci? D'un côté, il écoute parler, mais de l'autre, il veut parler. Donc, il dit les deux choses. Je, qui signifie l'unité de ce système, il est où? Je, c'est le nourrisson. C'est le jeu, l'unité. Le point d'application du vecteur. Ça vous parle, le point d'application du vecteur? C'est quoi? C'est le jeu. C'est lui, c'est le nourrisson. J'entends parler. C'est-à-dire, j'écoute ma voix parler et je veux parler. Donc il y a un sens réceptif, en passif, c'est-à-dire oreille, mais il y a l'autre sens actif, c'est-à-dire bouche, je veux parler. Or, vous savez pourquoi vous n'avez pas dit ça? Car votre corps s'occupe, lui, de capter l'essence des mots. C'est-à-dire, lorsque on vous offre une situation de signe d'essence, si je vous dis par exemple, dans quel sens, maintenant, vous allez plutôt comprendre le mot dans quel sens, c'est-à-dire selon quel signifié. Mais si je suis dans la rue, d'écouter c'est dans quel sens je mets, c'est par là. J'aurais dit orientation, direction. Je veux dire quoi? Vous savez, taper à l'aveugle.
apprendre à taper avec le clavier. Ok? Or, vous savez bien que il y a des gens, moi je sais pas, qui vous barrent les tapes, connaissent parfaitement. Mais ces gens, si vous leur demandez, bon, alors tu me fais un plan du clavier où tu tapes, est-ce que tu me fais un dessin? Ils ne savent pas le faire. C'est-à-dire que c'est une intelligence motrice, c'est une intelligence du corps, des mains. Or, les mots que nous possédons, ordinaires, c'est de l'intelligence corporelle, de notre larynx, de notre corps. Et donc, vous réagissez, ça s'appelle système 1. Donc, je vous ai dit, ça veut dire quoi j'entends? Système 1. Je comprends. Et c'était à l'exclusion de l'autre sens. Or, je vous dis une chose, que ces deux sens sont totalement opposés. Si je dis à quelqu'un, j'entends parler, donc je reste à l'écoute. J'entends parler, donc j'écoute, je fais silence. J'ai dit une chose. Si je veux dire le contraire, je dirais, écoute, j'entends parler, donc tu te tais. Vous voyez bien, c'est le contraire. Mais c'est le contraire. C'est un conflit entre deux sens qui s'opposent du même mot. C'est un conflit. Or, ce conflit reste, et vous serez toujours porté à utiliser un sens d'un mot à l'exclusion de l'autre. La dissertation commence lorsque vous savez écouter un mot et déployer l'essence possible du mot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au niveau du corps, vous avez deux organes de sens. Au niveau de l'esprit, vous avez quoi plutôt que deux organes de sens? Quoi? On a un organe de compréhension. Oui, c'est-à-dire l'esprit, qui en allemand s'appelle, tu sais comment ça s'appelle, esprit en allemand? Sinn, c'est-à-dire sens. Esprit en allemand s'appelle sens. Comme on dit, le bon sens. Le bon sens des égards, on a du bon sens, de l'esprit. Donc d'un côté, tu as une unité, c'est l'esprit, une, où tu entends. Mais, qu'est-ce qui reste des deux organes de sens lorsque tu as cette parole là-dedans? Qu'est-ce qui reste? Qui a la réponse? Ça reste de sens. Ici dedans, vous n'avez pas une oreille, vous n'avez pas une bouche, c'est le cerveau. Ça vient avant. Le cerveau, ça vient avant la bouche et les oreilles. Donc, au niveau cerveau-esprit, il n'y a pas d'organe, il y a le sens. Donc, vous portez deux sens. Et tout mot, toute parole est porteuse de ces conflits, de cette guerre. Si je vous dis par exemple, j'apprends, qu'est-ce que vous me dites? Ça veut dire quoi? Allez-y, c'est fini donc, allez-y. Oui? Ça veut dire que vous connaissez quelque chose que vous ne connaissiez pas avant? J'apprends, oui. Donc j'ai assimilé, c'est ça. J'apprends et j'ai assimilé. Quoi d'autre? Oui. Dans l'autre sens, c'est apprendre dans le sens où vous nous apprenez un truc. Oui, tu vois, tu as déjà chopé la question. J'apprends, mais tu aurais dû dire, d'un côté, vous apprenez, vous assimilez, de l'autre, je te dis, j'apprends à mes élèves à apprendre. Donc il y a deux mots qui sont pertinemment contraires. Dans un cas, j'enseigne, dans l'autre, j'apprends. J'entends, dans les cas, je veux parler, dans l'autre, j'écoute. J'interprète, etc., etc. Donc les mots sont gérés par notre intelligence motrice. C'est ça la question. Que vous êtes des robots à mots. C'est pourquoi à chaque fois je vous dis verbalise, vous restez paumé. Je sais pas. Vous, en général, les élèves. C'est ça mon problème depuis 20 ans. Mais écoute, mais tu le sais, mais non, je ne sais pas. Mais si, tu sais utiliser les mots, mais non. Système 1. Donc, c'est mort. Système 1, c'est mort. Mais si vous avez ce miracle que vous faites, vous voulez faire du yoga, je vous dis ce qu'il s'agit de faire pour se dépaumer, pour se débloquer face à un mot. C'est que, finalement, vous devez comprendre que votre intelligence des mots est motrice. Et vous devez arrêter de bouger. Vous devez rester ici et tout simplement entendre. Et les mots qui se font la guerre vont déployer leur sens.
Et lorsque vous avez une dissertation comme j'entends parler, là c'est déjà 2 paragraphes, vous êtes d'accord? Dans un sens, j'entends parler signifie je veux parler, mais de l'autre, néanmoins, vous voyez, transition pourtant, il faut bien reconnaître que c'est aussi vouloir parler. Mais alors, synthèse, qu'est-ce qu'il en est, etc., etc. C'est quoi une dissertation? C'est un boyard, ici, détend, dans votre tête. Non pas de la pratique motrice de mots, mais l'écoute des mots, de façon à ce que ces mots révèlent leur propre conflit interne. Est-ce que vous savez, comme physicien, s'il existe au monde une seule force qui n'est pas plus et moins? Ça n'existe pas. Toute force a un zéro et un cycle trigonométrique dans la sphère trigonométrique. C'est-à-dire que tout est bipolaire dans le monde. Et les mots aussi, les paroles. Les paroles ont toujours une multiplicité de sens qui s'excluent. Et la guerre des hommes, la guerre pour de vrai, est toujours un conflit des sens des mots. C'est quoi sinon? Un conflit de sens du mot liberté. Il y a maintenant le libérisme. Pour quelqu'un, c'est pas liberté ça. Mais pour ici, c'est toujours un conflit des sens des mots. Alors, c'est quoi la philo? La dialectique, c'est faire la paix avec les hommes et faire la guerre des mots. C'est-à-dire déployer leur conflit interne. C'est-à-dire les interprétations possibles. Donc, vous arrêtez de résister, vous arrêtez de faire la guerre aux mots, de dire je comprends rien, etc. Et vous les écoutez comme un enfant qui en même temps veut parler et écoute parler. Ici dans votre tête. Et là, ça va se faire, comme je vous le promettais, naturellement, la philo. Car rien de naturel ne parvient à la lumière sans une double polarité, tout ce qui existe. À quoi ça sert un frigo? À quoi ça sert? Oui? Ça extrait la chaleur de l'intérieur pour la mettre à l'extérieur. Oh, magnifique! Tu m'as donné une définition parfaite, bipolaire du frigo. Car sinon, le frigo, ça sert à faire du froid. Mais ça fait énormément de chaleur quand tu as beaucoup de frigo. Ça veut dire quoi? Que tu utilises un mot de façon unipolaire, comme un frigo, pour refroidir, mais derrière, il a le chaud. Et tu diras pas, je me réchauffe au frigo. Mais c'est ça la philo. La philo, c'est que je prends un mot et je déploie le conflit interne. Mais je dois être disponible à l'entendre, c'est-à-dire à m'entendre lors de ce conflit. Et alors la disserte se fait naturellement, parce que c'est naturel pour un mot avoir plusieurs sens qui font un conflit. C'est normal, c'est normal. C'est pour ça que j'insiste autant, je m'en fiche de la théorie derrière. Ce qu'il me faut que vous compreniez. Et qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de se taire. De savoir que ce n'est pas une question d'intelligence motrice, de pratique des mots, mais d'une écoute pure. Je m'entends parler. Lorsque je lis, je réagis à un mot. Lorsque je vois une page avec un sujet disserte, je réagis. Je rouvre les yeux, je ne réagis pas, j'écoute. Et ça va naturellement déployer un sens. Oui. Du coup, sur un sujet disserte, il faut trouver les deux sens du sujet. Mais il n'y a pas que deux. C'est tout un arc-en-ciel. Ok, on va pas tout le faire. Absolument, tu dois le faire. Ça s'appelle analyse du sujet. La première chose que tu vas faire, Maïwen, est déployer les sens possibles. Après, tu vas choisir. Ah oui, par contre, on ne fait pas tout. Ok? Ça a duré? Ah oui. Ah, très bien.